mesdames et messieurs, c'était Laurent Dupéval. Et bonjour, bonjour Sandra, bonjour Sandra, bonjour et bonjour Willy Bonjour Legault. Jean-Gary. Bonjour Willy. Salut, monsieur le directeur, ça va bien? Ça va bien. Bonjour Willy. Bonjour Jean-Gary. Bonjour aux auditeurs. Bonjour, 2 secondes Sandra, avant de commencer, on va mettre ton petit... Mon Dieu, c'est vraiment beau. On va commencer. Et 2 secondes, Willy, je commence avec toi en 30 secondes pendant que j'arrange les affaires. Et Willy McCartney, 24e Premier ministre du Canada. Est-ce que tu as eu la chance de voir ça? Bon, oui, j'en ai vu là, parce que je savais que, comme je disais dimanche dernier, on poussait le dos de notre ex-premier ministre, l'honorable, le très honorable Justin Trudeau, parce qu'on voulait soit passer par la petite porte en arrière, ou bien vendre la peau de l'os avant de l'avoir tué. Maintenant, Macron y arrive, et puis vous allez voir que maintenant, les gens, s'ils pouvaient même remettre les élections en 3 ans, ils le feront. En tout cas, je vous dis que rira bien qui rira le dernier. Ouais. De toute façon, on va débattre ça avec Vladimir qui sera présent et avec nous aujourd'hui. OK? C'est ça. Donc, et Donald Trump, Willy? Bon, vous savez, c'est un phénomène, lui. Hein? Vous savez qu'imprévisible, phénoménal, n'importe quoi. Donc, je me demande est-ce qu'il est sérieux. Comme je dis toujours, même avant les élections, est-ce que c'est pas du bluff ou il peut faire n'importe quoi. Lorsqu'on joue au poker et puis on bluffe les gens et puis pour mettre 25% des frais de douane, de droits de douane. Donc, quand il arrive, je pense qu'au lieu d'accepter 10%, on dit au lieu d'avoir 25%, on va accepter 25, on va accepter 20. Donc c'est comme cela. Bon, peut-être s'il est un bon négociateur ou bien lorsqu'on appelle de son imprévisibilité, est-ce vrai, il est comme ça? Parce que quelquefois, je dis toujours, quelqu'un peut paraître mauvais et méchant, et pourtant il y en a un doux qui ne rit jamais, qui est encore 7000 fois. On va en discuter tantôt, Willy, avec... je dis bonjour et Sandra Casimir. Bonjour TikTok. Bonjour. On est branché sur TikTok. Est-ce que vous me recevez bien? Et oui, je te reçois bien. Sandra, est-ce que tu veux bien arranger ta caméra? Parce qu'on voit juste que ta petite tête, là. On veut voir la belle femme, là. Ouais, un peu plus. Encore plus haut. Encore plus haut, là. Oui, donc... C'est bien, merci. Et oui, là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Là, Sandra Casimir, notre conseillère en sécurité financière. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi exactement, ma chère? Aujourd'hui, Jean-Gary, on va parler d'un bel outil de placement, le R3E. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Enregistré d'épargne études qui permet à nos enfants d'avoir un bon coussin quand ils poursuivront leurs études postsecondaires. Ok, ça on parle des bourses d'études, là. Et en fait, le régime enregistré d'épargne études, il y en a qui l'appellent le R3E ou le REEE. Donc, l'acronyme, c'est bien le régime enregistré d'épargne études. D'accord. Donc, c'est un régime qui permet aux parents d'accumuler un capital et de mettre de l'argent de côté pour les études postsecondaires des enfants, c'est-à-dire après le secondaire 5. Donc, ça nous permet d'accumuler de l'argent, de le faire fructifier à l'habit de l'impôt et surtout de profiter des subventions gouvernementales. Oh. Donc, si vous avez des enfants, des petits-enfants, des neveux et nièces, des filleuls, vous pouvez contribuer au financement de leurs études. Et je te dirais, Jean-Gary, que plus de la moitié des étudiants universitaires canadiens terminent leur baccalauréat avec une dette qui s'élève en moyenne à 28 000 $. Donc, le régime enregistré est un véritable cadeau du gouvernement. En fait, je dirais que c'est l'un des meilleurs placements pour les enfants. Donc, on peut investir 50 000 $
par enfant pour toute la durée du régime. OK, le maximum est rendu à 50 000 $ maintenant? Oui, le plafond cumulatif à vie est de 50 000 $. OK, parce que Mais là, Sandra, je sais que c'est là que tu as commencé ta carrière, là. Je veux pas te vieillir, mais ça fait ça fait le siècle dernier, au moins. oui, ça fait une vingtaine d'années, disons, parce que j'ai commencé, je pense, après la Bourse de Montréal, c'est-à-dire en 1998 précisément. Après, en 98 précisément. 99. OK, là, tu viens de parler d'une bourse, une subvention du gouvernement, là. Le gouvernement, c'est combien que on place 100 $, le gouvernement... On y arrive. Ah, mais OK. j'aurais quelques OK, vas-y, je vais te laisser parler, vas-y. J'aurais une petite particularité à donner en ce qui a trait au plafond. Le plafond cumulatif à vie est effectivement 50 000 $, mais cependant, on atteint le maximum de subventions après avoir cotisé 36 000 $. Donc, les subventions sont calculées sur 36 000 $ pour avoir le maximum, mais on peut investir jusqu'à 50 000 $. Ceci dit, donc, on peut investir jusqu'à un maximum de 50 000 à vie. Le gouvernement a mis cette limite parce que tous les rendements qui sont générés dans le compte R3E ne sont pas imposables et ils fructifient à l'abri de l'impôt. Donc, c'est pourquoi le gouvernement impose des limites. Donc, il est conseillé d'ouvrir un régime très tôt pour l'enfant, dès sa naissance, et vous cotisez jusqu'à ses 17 ans. Donc, le R3E vous permet d'épargner à l'abri de l'impôt, mais attention, ce n'est pas comme le REER. Ça ne vous donne pas droit à une déduction fiscale. Mais les revenus qui découlent des cotisations croissent à l'abri de l'impôt. Donc, lorsqu'on cotise au R3E, cela ne te permet pas de réduire ton salaire imposable comme le REER. Par contre, les cotisations sont de l'argent que tu as déjà été imposé au préalable. Donc, en ce qui a trait aux subventions, Jean-Gary, depuis 1998, on a la subvention canadienne qui est de 20% du côté du fédéral. Et ceci sans égard aux revenus. C'est universel. C'est une subvention de base. Et on a l'incitatif québécois qui existe aussi du côté provincial, qui est de 10%. Ce qui veut dire on peut aller chercher 20% du côté du fédéral et 10% du côté du provincial, ce qui donne un minimum de 30% de base pour tout parent, pour tout résident canadien. Et ceci s'applique sur 2 500 $ par an par enfant. Il y a une limite annuelle de 2 500 $. Et on peut aussi aller chercher des droits de cotisation inutilisés. À ce moment, on peut aller chercher jusqu'à 5 000 $ par année, qui donne droit aux subventions également. De plus, il existe une autre sorte de subvention, c'est le BEC, c'est le bon d'études canadien. Mais celui-ci, c'est en fonction du revenu familial. C'est pour les revenus, c'est pour les familles à faible revenu. Ça fonctionne de cette façon, c'est que dès l'ouverture du compte R3E, le gouvernement verse 500 $ dans le compte et par la suite 100 $ pendant 15 ans jusqu'à un maximum de 2 000 $. Ensuite, il y a deux autres subventions qui sont la subvention canadienne d'épargne d'études additionnelles et l'IQEE additionnel. Ces deux subventions dépendent des revenus familiaux. Donc, les subventions, pour résumer,
Donc, les subventions sont de minimum de 30% pour tout résident canadien et les subventions additionnelles dépendent du revenu familial. Donc, pour être admissible, il faut détenir un ENA, c'est-à-dire un numéro d'assurance sociale, et être résident canadien. Comment fonctionne le R3E? La personne qui détient le capital dans un R3E s'appelle le souscripteur. C'est lui qui est propriétaire du capital. Et le bénéficiaire, c'est l'enfant que l'on nomme et qui aura droit au paiement d'aide aux études. Au moment où l'enfant entreprend ses études postsecondaires, le souscripteur, qui est le propriétaire du régime, qui est le parent, pourrait décider de reprendre le capital et laisser les subventions et les revenus à l'enfant. Comme il peut décider de remettre le capital à l'enfant, c'est à sa discrétion. Vous me recevez bien, Carrie? 5 sur 5. D'accord. On continue. On continue. Ben, on va pas continuer trop long. Je pense que tu en as dit quand même pas mal, là, Sandra. On va plutôt te poser quelques petites questions. Et puis, là, j'ai entendu 10% de subventions que Québec donne. Est-ce que c'est nouveau ou bien ça fait quelques années? Parce qu'avant, c'était pas juste Canada qui donnait le 20%? Canada a commencé en 1998. Oui. Et le 10% du côté du provincial, c'est depuis 2007. Depuis 2007. Oui. Voilà. Depuis 2007. C'est quand même 30%, là. 30% de base et sans égard au montant des salaires, du revenu familial. Ça, c'est de base. C'est universel. Tout le monde a droit à ces 30%. Si à 17 ans, tu viens de mentionner jusqu'à 17 ans, si à 17 ans, l'enfant ne va pas à l'université, ne va pas au cégep, qu'est-ce qui se passe? Si l'enfant ne poursuit pas d'études postsecondaires, je te dirais la première solution à faire, c'est d'attendre. Parce que l'enfant peut décider de ne pas adhérer aux études postsecondaires tout de suite. Il peut décider d'aller voyager un peu ou bien prendre une année sabbatique. Donc, on attend. Oui, mais les parents qui ont donné, là, mettons, là, 50 000 $, 20 000 $, 15 000 $. Et puis, non, on va terminer avec ça. Et Sandra, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, le capital, pour y aller de façon courte, le capital revient aux parents parce que c'est de l'argent qui a déjà été imposé. Donc, ça appartient aux parents. Le parent peut récupérer le capital. Le gouvernement récupère la subvention et aussi les rendements qui ont été générés dans le compte. Le parent peut le transférer dans son REER. Et à ce moment, donc, ce sont ces trois solutions. Et Vladimir Gelais, et toi qui parce que pour les bourses d'études, là, Vladimir Gelais, et qu'est-ce qu'on fait? Et Vladimir, je sais que tu es là, Vladimir, tu as une question pour Anaël? Pas, j'ai dit pour Anaël, pour Sandra. Non, pas vraiment. J'ai eu une idée de ça déjà, mais effectivement, c'est toujours une question de 30%, 20% au fédéral, 10% pour le Québec. Je pense que Madame a bien exposé les faits et les rendements du gouvernement pour le R3E. Ok, bon, c'est pas pire. Ce que j'aimerais ajouter, Jean-Gary, c'est que le régime peut rester ouvert jusqu'à les 35 ans d'adhésion. Ok, 35 ans. Oui. C'est bon, déjà 14h52, Sandra. Si tu veux, tu peux rester avec nous. Hein. Tu n'es pas obligé de partir, hein, Sandra. D'accord. Tu n'es pas obligé de rester avec nous, là. Et peut-être on a besoin d'une femme, là, pour la discussion politique, là. Tu vas changer, tu vas changer des pôles. Non, là. Mais tu peux rester un petit peu avec nous si tu veux. Bon. Et parce que là, on doit vraiment parler de la politique un petit peu, surtout Vladimir. Et des nouvelles. On commence avec le 24e premier ministre du Canada, Mark Carney. Parle-nous de Mark Carney, Vladimir. Ben, avant de parler de Mark Carney, je prends juste une minute pour parler de Justin Trudeau. Oui. De qui Mark Carney est le successeur. Donc, j'ai un peu ri cette semaine parce que je me suis dit,
enfin, Willy Lebeau va cesser de parler de Justin Trudeau superlatif. Donc, on sait comment que Willy, quand il aime, il aime. Donc, on a un nouveau premier ministre depuis Quand vendredi. il aime, il aime. Et quand il n'aime pas, il n'aime pas. C'est un ancien banquier qui a étudié, c'est un gars de Harvard, il a étudié à Harvard. Il est né dans le territoire du Nord-Ouest, mais il a grandi en Alberta. OK, fait qu'il a fait. Il est devenu, c'était sous le gouvernement de Stephen Harper à 45, en tout cas, dans la mi-quarantaine, je crois, il est devenu premier ministre, gouverneur de la Banque du Canada. Après, il a tellement fait un bon travail, il a été recruté par la Banque de l'Angleterre pour la Banque de l'Angleterre. Quand on dit Banque de l'Angleterre, on comprend la Banque nationale de l'Angleterre, la Banque du gouvernement de l'Angleterre pour... gouverneur de la Banque d'Angleterre, oui. Exactement, pour faire le même travail, surtout à cette période. La Banque d'Angleterre traversait sa sortie du Brexit. On se rappelle que depuis, mon Dieu, les années passent tellement, depuis une dizaine d'années, ou à peu près, là, l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne. Donc, c'est pas par rapport à ça. Puis McCartney, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est un ancien banquier de Goldman Sachs aussi. Hein? Il a travaillé chez... Parce que je ne vais pas dire n'importe quoi. Est-ce qu'il n'a pas commencé chez Goldman Sachs? C'est exactement. C'est là qu'il était là chez Goldman Sachs. Oui. Et c'est l'un des plus grands... C'est la plus grande banque là, au monde, là, Goldman Sachs. Goldman Sachs, c'est une banque américaine, soit dit en passant. Donc, c'est ça. Donc, il est revenu au pays. Ça fait pas longtemps, hein, peut-être 2023-2024. Entre-temps, il a été conseiller stratégique économique de Justin Trudeau. Et de là étant, avec les problèmes que subissait le Parti libéral, on voyait une cuisante défaite du Parti libéral. Et Carney, dimanche, a réussi haut la main l'investiture du Parti libéral du Canada à 86%. C'est majeur, là. C'est costaud. C'est parce que Freeland a eu 8%, les deux autres ont eu 3%, 3.1, 3.2, quelque chose du genre. Donc, McCartney, on le voit, il a fondé, pas fondé, je veux dire, il a plutôt mis sur pied son cabinet ministériel. Par contre, j'ai un petit pincement de cœur parce qu'il a fait un petit cabinet. Il a gardé les têtes fortes, disons Mélanie Joly, François-Philippe Champagne qui est devenu ministre des Finances, Dominique Leblanc, pas Frédéric, mais plutôt Dominique Leblanc, toujours ministre des Affaires internationales. Il a pris Lisa Freeland comme ministre du Transport et pas ministre de l'Intérieur, forcément ministre du Commerce intérieur. Transport et commerce intérieur. Oui. Par contre, le fait qu'il a un peu tassé le ministre Duclos, ça me fait un petit pincement de cœur. Parce que le ministre Duclos, c'est quelqu'un, à mon sens, qui aurait dû rester dans le cabinet pour l'Est du Québec et pour la ville de Québec. Moi, je trouve que peut-être que oui, un cabinet plus petit, je comprends, mais en ciblant des endroits aussi au Canada. Parce que le Québec est important, surtout la ville de Québec est importante. Je trouve que le ministre Duclos a fait... Je le connais peu comme député, mais je sais que c'est un ministre très impliqué. C'est un ministre qui était aimé aussi, pas juste impliqué, c'est un ministre qui était aimé, puis c'est un économiste comme McCartney. Donc, comme qu'on dit, Vladimir, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. On a des décisions à prendre, malheureusement. Hein? Donc, exactement. Et son cabinet est là. Puis, le fait qu'il a mis Freeland dans son cabinet, je suis content parce que je me suis dit, j'espère qu'il ne fera pas la gaffe d'écarter Freeland parce que Freeland, on se rappelle lors des discussions avec Trump, je pense que Freeland, quand même, c'est quelqu'un qui peut apporter
son expertise, son expérience lors des négociations avec le gouvernement américain. Sinon, je ne lui donne pas 10 sur 10, mais au moins je lui donne 8,5, 9 pour le cabinet jusqu'à présent, pour le cabinet. Un cabinet pour 10 jours, parce que dimanche prochain, à pareille date, je suis presque sûr qu'on va parler de la déclenchement de l'élection. Moi, en tout cas, il devrait y avoir un mécanisme. Je n'ai pas encore vérifié. Il faudrait que je me mette dans mes recherches. Il devrait y avoir un mécanisme pour pas qu'il y ait d'élections aussi précises. Vladimir, c'est écrit dans le ciel. Non, je ne dis pas que c'est pas écrit, mais pour moi, il aurait dû avoir des élections au mois d'août. Non, oublie ça. Vladimir, oublie ça. Oublie ça. Parce que ça va être de l'argent. Ça va être de l'argent, beaucoup d'argent qui seront. Je comprends, là, Vladimir. Oublie ça. Dimanche prochain, à pareille date, on va parler d'élection. En tout cas, puis je trouve que McCartney, à mon sens, il aurait dû prendre quelques mois pour faire ses devoirs. Non, stratège politique. Comme stratège politique, là. Le bonhomme n'a pas d'expérience politique encore, à mon sens. On est au mois de mars. Donc, jusqu'à l'automne, mettons, avril, mai, juin, juillet. Trop de risques. Octobre, au moins, on aurait pu avoir un déclenchement d'élection. Trop de risques. Non, il ne peut pas prendre ce risque-là. C'est maintenant. Mais le problème, c'est qu'après. Parce que n'oublie pas, Vladimir, là. Il ne peut pas même entrer dans la chambre, là, parce qu'il n'est pas élu. Il ne peut pas siéger dans la chambre. Oui, mais c'est pas la première fois que c'est fait. Non, c'est pas pareil quand tu es en opposition. Non, mais attends une seconde. Non, mais c'est pas seulement ça. C'est déjà arrivé dans l'histoire du Canada. Ouais, mais ça. Qui a eu un chef de gouvernement qui n'était pas encore élu. Regarde là, je suis d'accord avec toi, Vladimir. Mettons là, si les sondages donnaient Justin Trudeau, mettons il arrive là, sondage lui donnait, il était 20% en arrière de choses. Là, je dirais oui, on attend octobre. Mais là, ça donne. Jusqu'à présent, les conservateurs sont en avance. Ben non, c'est quand même. Moi, j'aurais peut-être attendu un coup d'à-coude ou peut-être. Coup d'à-coude, c'est le moment d'y aller. Bon, en tout cas. On va voir. Willy Lebeau, on n'entend pas, hein. Il est sage, hein, notre Willy national. Bon, oui, quelquefois il faut être sage. Et merci à vous deux, là. Monsieur le directeur et Vlad, je te salue, mon ami Vlad. Vlad n'a que 15 minutes, malheureusement. Oui, mais je vous dis merci d'avoir étalé au grand public l'authenticité de M. Lebeau. D'accord? Puisqu'on dit, lorsqu'on aime, on aime, lorsqu'on n'aime pas, on n'aime pas. Donc, automatiquement, les hypocrites devraient m'en vouloir parce que eux, ils cachent leur face, ils se cachent derrière un paravent pour aimer. Pour X raisons. Oui, il y a des intérêts dans l'amour, dans n'importe quoi, mais pas des intérêts hypocrites. C'est un sentiment que les gens devraient être simples et puis loyaux avec ce sentiment-là. Donc, quand j'aime, les moi te remets tout bon. Les moi pas remets encore. Allez, initiez par couper cloué. Et c'est vrai, lorsqu'on est comme ça, on peut avoir des vrais amis et des personnes qui nous aiment. Et je le dis, et c'est Willy Lebeau qui va signer en bas, lorsque j'aime quelqu'un, dès que vous ne faites pas l'affaire, vous êtes déloyal, vous êtes congédié, signé Willy Lebeau. Qui veut l'entendre parce que je sais que les hypocrites vont me détester, je les aime pas non plus, hein, parce que comme dit, mais Vlad, vous avez dit que je vais arrêter de parler de mon ex-premier ministre, le très honorable Justin Trudeau. Pourquoi je vais arrêter? Je vais continuer à dire c'était un homme en 2020 qui a fait des merveilles. Parce que quand il disait dans son discours, les gens avant l'argent, vous voyez, il est né dans une famille opulente. C'était le très honorable Justin Trudeau. Je vais toujours l'aimer. C'est pas un ex-pauvre, un hypocrite, quelqu'un qui... Je vais toujours dire l'ex très honorable Justin Trudeau. Je ne vais jamais arrêter. Vous l'avez dit, quand Willy Lebeau aime, il aime. Quand il n'aime pas, il n'aime pas. Quand il n'aime pas, il que vous soyez des amis
ou en amour. C'est ça, Willy Lebeau. Bah, Willy Lebeau et Vladimir n'a pas beaucoup de temps. Et Vladimir n'a pas beaucoup de temps. On va lui donner un petit peu plus de temps parce que je veux pas, parce qu'il a à peine 20 minutes. On va essayer de le prendre. Vladimir, les autres sujets que tu veux, t'aimerais traiter. Mais écoutez, on a parlé de Carney, on va parler de... Écoute, et de Donald. On sait que Trump persiste toujours, il veut... C'est un bonhomme qu'on n'arrive pas à suivre. Hein. Il veut rien du Canada, il n'aime pas le Canada, il veut rien. Le Canada n'est pas fin, mais il veut faire du Canada le 51e État. Trouve l'erreur. En tout cas, moi, je patauge très mal dans ces réflexions. Puis, on sait que Marco Rubio, cette semaine, était ici à Charlevoix, c'est ça. Il était au Québec. Et puis, il a parlé de ça. Je pense que Mme Joly s'est montrée comme quelqu'un de ferme. Puis, il est venu faire les affaires de son patron. Même ici, il a parlé de 51e État que les Québécois sont... Non, regarde. Il y a une chose ici, au Canada, au Québec, en bon créole, pour paraphraser Willy Lebeau, Richard dit dans le blanc, le Canada est paisible, le Canada est pacifique. Le Canada ne croit pas dans les armes à chaque appartement. Le Canada croit dans un système de santé universel. Le Canada croit que tout le monde doit avoir une chance. Puis, j'aime l'aspect social du Québec. OK? Le Canada est un pays compatissant qui croit dans le droit, dans le... c'est quoi le terme que... La justice sociale. Oui, effectivement. Et puis, l'état de droit, voilà, qui croit dans l'état de droit, qui croit dans ses chartes. Puis le Canada, écoutez, que l'on soit pour ou contre, mais le Canada, c'est un pays... Moi, je suis croyant, Willy. Mais, avec le temps, je comprends, puis je l'accepte. Je l'accepte, c'est une acceptation de ma part. Il y a des gens qui sont de différentes religions, qui sont de différentes croyances, il y a les gays, les lesbiennes, les LGBTQ. Donc, tant que c'est encadré, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Puis le Canada, je pense que ça prend ça. Le respect des minorités. Le respect des minorités, le Canada y croit, puis c'est ça qui fait du Canada un pays unique, un pays où les gens aiment venir, veulent venir, même si la monnaie canadienne n'est pas aussi forte que le dollar américain par moment, n'est pas aussi forte que l'euro, n'est pas aussi forte que la monnaie anglaise, mais le Canada est différent parce que... Les gens avant l'argent. Ben voilà, les gens avant l'argent. Effectivement. Puis, j'espère que Carney, comme quelqu'un qui a étudié à Harvard, qui a travaillé aux États-Unis, qui comprend la pensée américaine, saurait faire face à Donald, parce que Donald a vraiment besoin pour lui tenir tête. Puis, à un moment donné, le Canada a souvent été un pays qui ne sort pas ses griffes, mais le temps est peut-être arrivé pour que le Canada sorte ses griffes, parce que je ne sais pas pour toi, Willy, Gary, et pour vous, messieurs, mais moi, ça ne me fait pas peur de devenir un État américain. Je suis Canadien, je veux demeurer Canadien. Si je l'aurais, mettons, si je le voulais, je le déciderais autrement. Mettons, si un jour, ça me tente plus d'être Canadien, je pourrais dire, OK, je m'en vais choisir une autre citoyenneté. Mais je suis Canadien, fier de l'être, et résident du Québec, fier de l'être francophone. Mais est-ce que tu sais, Vladimir, selon les sondages, un Canadien sur 18-34 ans, les jeunes, là, surtout, aimeraient ça? Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que les jeunes, qu'est-ce qu'ils disent, Vladimir? Eh ben là, on va pouvoir acheter une maison en Floride, on est américain, puis ça coûte moins cher. Non? C'est pas ça. Je vais pas partir parce qu'on dit du journaliste, il se doit d'être neutre. C'est parce qu'ils ne comprennent rien. Ouais, c'est à 18-34, c'est ça que ça fait, là, oui. Jusqu'à présent, ils n'ont pas besoin d'être américains pour acheter une maison en Floride. Ils n'ont pas besoin d'être américains pour s'acheter une maison en Floride. Je leur dis, s'ils nous écoutent, là, je leur dis ça. Donc, c'est une perception. Non, moi, j'aime l'état de droit canadien. Ah, ben, tu sais quoi, je l'ai entendu dans la bouche de certains Haïtiens aussi,
qui me disait ça, la même chose, il dit, ah ben là, je vais pouvoir travailler à Floride, je vais pouvoir travailler à New York, mais ça finit là, c'est plus facile. Comme haïtien d'origine, je me permets peut-être de ne pas me faire aimer cet après-midi. Les Haïtiens ne comprennent pas toujours ce qui se passe parmi eux. Oh, mon Dieu. Moi, je vous aime pour ce que vous venez de dire. Bon. Ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe dans leur face. Des personnes déloyales, abruties. Regardez les cas de Non, c'est exactement cette pas besoin mentalité. pas besoin d'aller Moi, je vais, puisque là, jusque-là. comme vous savez que je suis authentique, il faut dire la vérité. On appelle un chien, un chat. Hein? C'est Willy Lebeau. Point final. Ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe devant eux, mais pour votre C'est pour ça que l'Haïti se trouve dans cet état-là. Point final. C'est Willy Lebeau qui l'a signé. Donc, puis par la suite, le changement que connaît le monde, hein, parce que Trump, on se rappelle de la façon qu'il avait traité Zelensky à la Maison-Blanche, puis J.D. Vance, son vice-président, qui est un ami. Ben, semble-t-il qu'on a parlé d'accord, mais en tout cas, le monde, monsieur, le monde change, ok? Avec Donald Trump, le monde change, puis Donald Trump est en train de redéfinir la démocratie, redéfinir il parle même de la planète, là. La planète. Honnêtement, la planète. Il y a une fixation sur le Canada qui ne veut rien dessus. Mais, en tout cas, point de suspension, cessons de parler de Donald. Puis, hier, messieurs, en fin de semaine, il y a eu un remplaçant à Valérie Plante, pas comme maire, mais plutôt à la tête du parti Projet Montréal, le parti de la mairesse de Montréal. Il s'agit de Luc Ramouin. Luc Ramouin, c'est celui qui a remplacé Luc Ferrandez à la tête du plateau Montréal. C'est lui le maire du plateau Montréal. Donc, il est devenu le chef de Projet Montréal. Donc, c'est lui qui va porter les idées de Projet Montréal, le parti de Valérie Plante. Et éventuellement, j'ose espérer que peut-être quand j'aurai un peu de temps, un peu plus de temps, Radio Vertière pourra inviter Luc Ramouin, puis pour lui poser les questions, les vraies questions. Comment la gestion de la ville, les pistes cyclables, les commerces, toute la gestion. Parce que c'est lui qui remplace Valérie Plante à la tête, pas à la tête de la mairie, mais à la tête du parti. Ok, comment il s'appelle encore, là, son nom? Luc Ramouin. Fais pas, il ne faut pas faire de lapsus, là. Comme Valérie Plante qui disait pénis au lieu de tennis. Là, Vlad, réfléchissez pour ne pas dire babouin. Bon. Ramouin avec un R, ça ne va pas. Je saurais ne pas faire de lapsus. Bon, c'est pas l'humour ici, non, c'est ça, c'est le côté humoriste. Commence avec son nom, là. Quand il va gaffer, moi, je vais mettre le B à la place du R. D'accord? C'est comme ça, Willy Lebeau. Bon, c'est de l'humour. Okay. Ça va être lui contre Soraya, là, Martinez. Soraya Martinez, oui. Soraya Martinez, c'est une ministre de Justin Trudeau, du gouvernement de Justin Trudeau, qui est allée dans le parti de Denis Coderre pour voir dans quelle mesure elle pourra devenir peut-être la deuxième mairesse de Montréal. Et la première mairesse est étrangère d'origine. Oui, parce qu'elle est d'origine chilienne, voilà. D'origine latina. Je ne veux pas asiatique, d'origine latina. Oui, ce sera une première dans son cas, elle. Et Vladimir, tu as fait le tour. Est-ce qu'Haïti, on ne parle pas? Tu veux même plus en parler d'Haïti, j'ai entendu. Juste avant de parler d'Haïti, parlons peut-être d'un Haïtien. Aujourd'hui, au Cégep Marie-Victorin, ce soir, il y a une reconnaissance, puis on va apprécier le travail et donner des prix à les gens. Si je ne m'abuse, c'est une initiative du regroupement Jeunesse en Action, épaulé par le député Franz Benjamin. Oui. Entre autres, il y a un nom que peut-être les plus anciens connaissent, les nouveaux, les récents connaissent moins, c'est Michel Filoska. Michel Filoska, c'est un des premiers Haïtiens qui a commencé à vendre de l'assurance. C'est un conseiller en assurance, en sécurité financière, le vrai terme. Donc, c'est un monsieur connu de la communauté
haïtienne. Donc, je crois qu'il mérite cette reconnaissance-là, il mérite ce prix-là. Donc, si vous êtes, vous avez pas grand-chose à faire ce soir, autour de... Si vous êtes disponible. Merci. Si vous êtes disponible, ce soir, 18h, faites un tour au Cégep Marie-Victorin et puis allez voir la reconnaissance. Il y a plusieurs personnes, mais entre autres, je tenais à souligner le nom de Michelet Filoska. C'est quelqu'un qui devrait être passé de présentation. C'est quelqu'un de respectable et de respecté et qui est respectueux aussi. C'est quelqu'un que je connais personnellement. C'est pas parce que je le connais que je lui envoie des fleurs, mais je faisais juste dire que c'est quelqu'un qui a servi la communauté, puis que la communauté le connaît. Ben oui, et pendant que tu parles de reconnaissance, et Vladimir, en 30 secondes, il y a la semaine dernière, 2 semaines avant, c'était Yaya Touré, pas Yaya Touré, l'ami Touré de Balatou, là, de Nuit d'Afrique, la députée Madonika avait cerné une plaque d'honneur, et cette semaine, c'était Joe Jack, que Madonika a quand même reconnu encore, parce que Joe Jack habite à Montréal-Nord, donc on lui a donné une plaque d'honneur de l'Assemblée nationale, là. Et la semaine prochaine, il va avoir, à la salle des IM, Marie-Victorin aussi, il va avoir une belle soirée aussi. C'est la soirée il va avoir Thibaut Nazareth. Pardon, Thibaut Nazareth. Oui. Donc, une soirée évangélique pour les... Une soirée évangélique de Montréal. De Montréal. Et puis, je pense que Radio 21 sera là pour la semaine prochaine. Radio 21 fera une couverture. Okay, oui, une couverture la semaine prochaine. J'ai pas plus que 5 minutes parce que j'ai débordé. Haïti, Vladimir. Là, il semble-t-il que tu veux même plus en parler d'Haïti. Willy, écoute bien, Willy. Là. Willy, même si tu me l'as dit, Vladimir est tellement fâché. Il me dit, moi, j'écoute même plus ça. C'est ma mère qui me donne des nouvelles. Est-ce que tu crois ça, Vladimir? Tu crois ça? Ça, excusez, j'ai enlevé le côté confidentiel. Il me dit, moi, là, je suis tellement fâché, j'écoute même plus les nouvelles d'Haïti. C'est ma mère qui me donne des nouvelles. Quelles sont les nouvelles que ta mère t'a données, Vladimir? À un moment donné, j'ai une déclaration à faire. Cessons de parler d'Haïti. Ouais. Agissons pour Haïti. Ouais. Dans le sens qu'on dit cessons de parler pour Haïti, c'est que on parle toujours, on ne fait rien. J'ai parlé à des proches, les voitures ne fonctionnent pas. Les gens, les bandits, les gangs armés sont en train de prendre le contrôle total de Port-au-Prince. Maintenant, ils s'en vont en toute vraisemblance vers les provinces. Entre autres, on a parlé de Jacmel, la ville, comment il s'appelle l'ancien sénateur Lambert. Sénateur de Jacmel. Lambert? Non, Jacmel, un des grimaux, là. Et Zéni? Zéni. Yeah. Donc, l'ancien sénateur Zéni, donc les bandits, semblerait-il, commencent à aller vers sa ville, son département. Monsieur, il dit, à un moment donné, Haïti est en train d'être passé dans la farine, encore et encore et encore. Parce que moi, je me suis dit, s'il y a une force internationale, la force kenyenne, la force est venue en principe pour aider. La force est venue pour aider la police nationale, l'armée haïtienne, bien que l'armée ne soit pas complètement de ma compréhension reconstituée, mais semble-t-il qu'il y a une force militaire en Haïti. Mais non, on comprend que les bandits brûlent les stations de radio. Je pense que la radio de Liliane Pierre-Paul, Radio Caraïbe a été incendiée, oui. A été incendiée. Ce n'est pas normal. Puis, moi, dans tout ça, ce qui me fâche, c'est qu'on a une troisième tête qui est dans le CPT, Conseil présidentiel de transition. Ça me fait tellement rire. Trois présidents en un an? Ben, exactement. Moins d'un an? C'est une absurdité. C'est pour ça que quand je dis ça m'écoeure quand je parle de ce pays-là, bien que ce soit mon pays d'origine, ça m'écoeure, c'est écœurant, parce que les gens crèvent de faim. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école, mais il y a un jeu de siège, on s'en fout. On fait juste notre mascarade, et on s'en fout de la réalité. Les gens meurent
Puis le pire, ce sont les timaléraises qui meurent. Je le dis, écoutez, c'est le commun des mortels qui meurt. En bon québécois, je dirais, c'est monsieur, madame, tout le monde qui tombe sur des balles. Ce ne sont pas les politiciens, encore moins l'oligarchie corrompue. À un moment donné, monsieur Gary, regarde, je vais te lancer peut-être une flèche. Encore une fois? Non, mais il faut qu'on dénonce. Il faut qu'on dénonce davantage. Puis il faut dire des noms. Parce que la situation est invivable. Une petite marmite de quoi on va citer 3 noms, là, les 3 anciens présidents. Ok, ça c'est légal. Regarde, ça c'est légal. Ils étaient 3 présidents. Et comme là, c'est Fritz, c'est quoi? C'est Fritz, c'est Jean, là. Et puis avant ça, c'était l'autre, le chinois, comment on l'appelle, là? J'ai oublié son nom. On devrait les appeler de préférence. Pas président, parce que pour moi, un président, c'est un milieu. Oui, mais on s'entend. C'est encore pire, là. C'est encore pire. Donc, regarde, là. Quand tu arrives, là, ok, honnêtement, là, si tu me mets là, tu veux me nommer président pour être là, je dirais non. J'aurais démissionné, carrément. Parce que 6 mois comme président, tu prends la place 6 mois, ça là, c'est une honte. C'est une absurdité totale, capitale. Une farce monumentale. Là, regarde là, quand tu prends les gens qui sont soi-disant tes leaders là, parce que le plus gros problème d'Haïti, c'est un problème de leadership. Si ces gens-là qui sont tes leaders ne sont pas sérieux, comment tu veux que le reste de la population va suivre? Écoute, comment tu veux? Ce sont nos leaders. Donnez-moi 2 minutes, monsieur, et je termine, maximum 3, pas plus que... Non, vas-y, prends ton temps, là, Vladimir, là, vas-y. Vous savez que vous et moi, nous sommes victimes de ça. Nous, de la diaspora, sommes victimes de la situation haïtienne en Haïti. Parce que lorsqu'un étranger nous voit, la première question, qu'est-ce qui arrive chez vous comme ça? Pourquoi il y a toujours des turbulences? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il ne peut pas y avoir de stabilité. Et, je vais vous tuer, messieurs, entre guillemets, les richesses souterraines découvertes en Haïti sont suffisantes pour retirer la population haïtienne de la pauvreté et encore aider d'autres pays. Je reprends. Les richesses souterraines trouvées en Haïti sont suffisantes pour retirer la population de la pauvreté, comme l'a fait au Brésil Lula da Silva, et avoir suffisamment de richesses encore pour aider d'autres pays. Donc, tu veux parler de leadership. Autrement dit, Haïti possède de la terre rare. Ben, exactement. La terre rare proche d'une certaine frontière. Qui était là pour qui est présente par la recherche de la terre rare. Ben, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est une absurdité. Hélas, ça m'écoeure, mais comme aujourd'hui, je ne peux pas cracher mon venin en ligne, je laisse, j'utiliserai un mot peut-être plus beau, je laisse à Willy le soin de marteler à ma place les hypocrites, parce que comme je vous ai demandé, mon temps est arrivé, je ne peux pas commenter davantage. Monsieur, ce fut un plaisir de commenter, puis peut-être qui sait, si je ne suis pas trop occupé, on se retrouve dimanche prochain pour commenter les nouvelles nationales et internationales. Salut, messieurs. Salut, Vladimir. Bon, merci Vlad, parce que votre sale boulot, je décline, je ne vais pas cracher le venin parce que je déteste des gens comme ça. Cependant, Willy Lebeau, authentique qu'il est, aime ça appeler un chien un chien, un chat un chat. Pas caché derrière un paravent, quoi que ce soit pour dire ce que Willy Lebeau pense. Puisque vous savez que les hypocrites, c'est eux-là qui commencent depuis Judas à mettre le monde sans dessus-dessous. Je sais qu'ils sont comme ça. Cependant, vous avez parlé que c'est votre maman qui vous donne des nouvelles. Je suis entièrement d'accord, parce que des quantités négligeables comme ça, vous voyez, j'utilise des vrais mots, pas le venin, des quantités négligeables, néfastes, des gens arriérés, toxiques, stupides,
et qui des bandits cravatés. Je ne saurais guère porter une attention à ces gens, puisqu'ils n'ont pas honte, ils sont rentrés dans le complot international pour essayer de déstabiliser d'Haïti, parce que quand ils veulent faire Gaza comme ça, mais attention, Port-au-Prince, la perle des Antilles, il aimerait bien faire cela aussi, un tremblement de terre. Ces gens-là ont ce qu'on appelle, ont survécu à ce tremblement de terre, mais ils utilisent d'autres méthodes pour faire cela. Heureusement, sur la terre, il y a quelqu'un qui s'appelle Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Je vous salue, vous êtes un homme extraordinaire, mais M. Jandari disait toujours, ça prend du leadership. Mais le leadership ne tombe pas du ciel. Il aurait fallu qu'on commence à composer et à refaire la mentalité de ces minables-là. Attention, j'ai bien dit, c'est pas le venin Vladimir, c'est un vocabulaire qui existe dans la langue française. Il aurait fallu qu'on commence à se défaire de ces minables-là pour essayer de trouver un leader. Je ne disconviens pas qu'un leader. Oui. Attention. Non, je vais t'arrêter 2 secondes. Tu sais, un leader, là, c'est comme un leader, je parle de l'exemple d'un leader, c'est comme, tu sais, qu'on appelle dans le monde du hockey un joueur de concession. Toi, t'es au Québec, t'as écouté les Canadiens de Montréal, là, tu sais, je veux dire. Mettons, un Guy Lafleur, il est décédé. On n'a pas encore un autre Guy Lafleur. Un Patricois, il n'est plus là. On n'a pas encore un autre Patricois. La dernière fois qu'on a eu Patricois, c'est en 1993. On attend. Ça veut dire que ça vient à chaque siècle. Chaque 2 siècles. Ça veut dire, ça vient à chaque siècle, chaque 2 siècles. Ça veut dire, ça peut prendre 100 ans, hein, le leader. Oui, mais attention. Je ne peux pas être d'accord. Et ça fait pas 2 mois de cela, le Parti libéral allait à l'abattoir. Maintenant, il y a un leader qui arrive. Ça ne prend pas une baguette magique. C'est une question de mentalité, M. Jandari. Je ne disconviens pas que un leader. J'aime ça. Je vais te laisser parler. Mais j'ai déjà une réponse pour toi. C'est ça. Moi, je vous dis que je ne disconviens pas qu'un leader arrive à changer les choses. C'est pas ça que je dis. Mais un leader pris facilement, ou bien on rêve d'avoir un leader, c'est pas comme ça. Parce que cette mentalité haïtienne que vous avez, lorsque quelqu'un est bon, vous le dénigrez. Lorsque vous ne connaissez pas rien du tout, vous me parlez du stoïcisme. Attention, vous savez que de quel côté de la barricade? Je vais prendre une pince, je vais commencer à pincer votre doigt. Vous allez me dire, si vous allez être sage, vous allez me parler du stoïque. Non, c'est parce que vous êtes minable, vous prenez tout facilement, vous fermez les yeux, vous êtes complexé, vous êtes minable, vous vous prenez pour des intellectuels, vous dites n'importe quoi. Vous n'avez pas de cœur. Il aurait fallu qu'on commence à changer cette mentalité que vous avez. Que moi, je suis ci, c'est parce que je vins $, je suis plus que l'autre, c'est pas vrai. Regarde-moi Franck Etienne qui vient de décéder. Dimanche dernier, on a fait une gaffe, on n'a pas parlé de lui. Ouais, c'est comme Jimmy Carter qui est mort, ancien président, presque dans la pauvreté. Donc, je leur dis toujours à ces minables-là, si vous manquez l'essentiel, même lorsque vous avez des milliards, ne me parlez pas du stoïcisme. Ne me parlez pas de cela parce que vous êtes, moi je vais vous dire que Dieu m'entend, vous allez être congédiés. Parce que moi je dis des gens devraient changer leur mentalité. Ce n'est pas parce que Willy Le Beau est arrivé aujourd'hui, il n'a même pas $1 dans la poche. Et pourtant c'est un homme authentique qui ne va pas courber les lignes devant qui que ce soit. Ce n'est pas l'argent. Le disait Carney, l'argent avec l'argent, les gens avant l'argent. Je l'ai applaudi quand j'ai entendu seulement ça. Je vais commencer, je dis, monsieur, vous aurez mon vote pour le Parti libéral, même si c'était écrit dans le ciel que Willy Le Beau vote toujours au Parti libéral. Mais juste pour cette parole-là, je demande à tous les Canadiens de voter McCartney. Les gens avant l'argent. Vous allez me dire, non, c'est pas parole en l'air. Non, c'est pas parole en l'air. Il est banquier, il a travaillé, il a une tête, il a une considération pour le Canada, pour les gens mal pris. Mais vous me parlez d'un leader Haïti. Où vous allez trouver ce leader-là? Parce que Willy Le Beau, qui peut être un leader, il y en a beaucoup de petits minables qui détestent Willy Le Beau. Et moi, je les déteste aussi amèrement. Ok, là, tu as fini, Willy? Je vais finir tout de suite là. Cependant... Tu vois, je te laisse parler, tu vas me laisser parler. Hein? Oui, je vais finir juste avec cette phrase-là. Oui, un leader, ça va, mais pas pris facilement. Parce que la facilité peut abêtir le courage. Il faut avoir le courage de dire que ce n'est pas les Haïtiens là qui vont être des leaders, parce que la Chine avait des leaders, parce que la Chine a su faire des Chinois. Bon. Ouais. Signé. T'as pas signé, non? Signé Willy Le Beau. Merci beaucoup. Bon.
Allez, monsieur le directeur, je vous cède le micro. Oui, non, mais regarde là, Willy, ok. Regarde, ok. Tu sais, comme un leader, ça, j'ai donné à peu près l'exemple, peut-être ça se produit par des siècles même, des leaders. Mais le problème, c'est comme, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de comparatif à faire avec Canada puis Haïti. Parce qu'Haïti, présentement, là, il n'y a même pas de fondation, là. Ça veut dire que comme si tu as une maison, on dit la fondation n'est pas solide. Là, je peux même pas dire que la fondation n'est pas solide. Je dis, il n'y a pas de fondation. Là, nous sommes rendus en Haïti, là. Actuellement, au moment que je te parle, pour moi, il faut recommencer à zéro. C'est sûr que oui, il y a une base. C'est sûr, on va partir sur une petite base qui est vraiment solide, qui est vraiment en forme, pour ne pas dire qu'il y en a pas. Il y en a pas. Tu sais, des fois, là, je sais pas, mettons là, de plus en plus, ça fait 6 ans que je parle ici à cette radio-là, je dis des choses, mais plus tu es en train de dire des choses, je donne la définition du mot système, je dis oui, que c'est l'ensemble des éléments, et qui doivent être interreliés, et dans le but, c'est l'ensemble des éléments et des sous-éléments qui doivent être interreliés dans le but de former un tout. Là, il n'y a pas de système du tout. La preuve, elle est tellement bien grande. Toi, président, moins d'un an. Ça veut dire que on n'a pas de base. Là, c'est l'improvisation totale, capitale, c'est ce qui se passe en Haïti. Ça veut dire, c'est comme il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de dirigeants, et même les 7 pouvoirs dont je parle, c'est comme il n'y a pas d'exécutif, il n'y a pas de législatif, il n'y a pas de judiciaire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il n'y a rien en Haïti au moment que je te parle. Donc, il y a 2 secondes, Willy. Il n'y a rien. Continuez à m'envoyer des cœurs, là. J'aime ça avoir des cœurs, mes amis de TikTok. Il n'y en a pas. On est amoureux, nous. Oui, on est amoureux, là. M'envoyez, là. Et donc, non, je vous jure, non, il n'y en a pas de base. Parce que tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de base, non, Willy, mais la base n'est pas solide. Tu sais qu'une base n'est pas solide, hein? Oui, mais monsieur le directeur, c'est pas la première fois que je t'écoute. Oui, mais attention, monsieur le directeur, écoutez, c'est pas la première fois que je donne cette image-là. C'est pas la première fois que je donne cette image-là. Oui. On risque de me répéter quand une femme va accoucher. Si l'équipe qui est auprès de madame voit le pied, c'est un branle-bas de combat. Vous savez, c'est pas la première fois que c'est l'image de Willy. Donc, c'est parce que c'est la tête qui doit. Donc, on appelle ça des principes. Et même Dieu, lui, agit avec des principes au début. Vous savez qu'il a fait les cieux et la terre, il a fait tout comme on m'a dit, et puis il a fait l'être humain. Mais, dernier trouvaille de Dieu, c'est les pires sur la terre. D'accord? L'être humain. Je le dis et je le maintiens. Vous savez que lorsqu'il n'y a pas de principe, mais comment vous pensez qu'il va avoir ce qu'on appelle une base solide? Parce que dans un pays qui s'appelle Haïti, il ne faut pas se le cacher. Les gens qui sont normaux, les personnes adorables, les personnes bien, même dans la communauté haïtienne, ce sont ces gens-là qu'on tend à envoyer des venins. Parce qu'ils veulent parler de la facilité du stoïcisme, ils veulent parler de la morale, quelqu'un il est mal élevé, vous écrasez vos enfants, vous emmenez, donc ces enfants-là deviennent ce qu'on appelle des traumatismes, des blessures non guéries. Vous voyez, avec cela, lorsque Willy Lebeau arrive à mentionner cet état de fait, parce que vous-même, vous traitez votre femme de façon exécrable, et vous avez des filles, vous les mettez dehors à minuit. Mais quand Willy Lebeau dit ça, les gens qui ne sont pas éduqués, comme Jean-Gary avec papa et maman, vous savez que ces gens-là sont des gens traumatisants. Et puis, point final, je le dis, je le maintiens. Allez embarquer avec des gens comme ça, vous allez voir. Aujourd'hui, je dis à tous les jeunes, ayez ce qu'on appelle un calepin. Lorsque vous êtes fille, avant de sortir avec un homme, regardez ses parents. Je dis aux garçons, aux filles aussi, avant de sortir avec un homme et aux filles, vous devriez avoir ce calepin-là, c'est un conseil que je donne, parce que les parents sous-développés, les gros agos, les pieds maillasses, vous risquez de tomber en enfer avec ces femmes-là et avec des hommes comme ça. C'est Willy Lebeau qui a le pouvoir. Signé, on passe à Dr. Jean-Yves. Dr. Jean-Yves Pierre. D'accord.
avec la Salut. collaboration de Hérodia Lazare et Rosivan Pierre. Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits thérapeutiques de la carotte. La carotte, Daucus carota, est un légume appartenant à la famille des apiacées ou ombellifères qui regroupe des plantes telles que le persil, l'angélique, le céleri. Elle peut être consommée crue ou cuite. Quels sont donc les bienfaits de cette plante? La carotte participe à la bonne santé des yeux en transformant les bêta-carotènes qu'elle contient en vitamine A au niveau du foie, lui permettant ainsi de prévenir la cataracte et la dégénération maculaire. Grâce aux antioxydants qu'elle contient, ainsi qu'au phalcarénol, la carotte permet de neutraliser les radicaux libres responsables des maladies cardiovasculaires, du vieillissement cellulaire et du cancer, en particulier le cancer du sein, des poumons et du côlon. La carotte assure la bonne santé de la peau en la protégeant des dommages causés par les rayons ultraviolets. On peut utiliser la carotte râpée comme masque facial pour embellir la peau saine ou sur les lésions cutanées pour réduire les risques d'infection. La carotte est riche en pigments appelés caroténoïdes, tels que la carotène et la lutéine, qui possèdent la vertu de réduire le taux de cholestérol dans le sang, assurant ainsi la bonne santé du cœur. La carotte contribue à la détoxification de l'organisme en réduisant la bile et les graisses dans le foie et en nettoyant le gros intestin ou côlon. Grâce à sa forte teneur en fibres, la carotte permet de lutter contre la constipation et de diminuer les risques du cancer du côlon et du rectum. La carotte assure la santé des gencives en facilitant la sécrétion salivaire et en neutralisant certains acides qui encouragent les infections. Le jus de carotte associé à la betterave et à la shadec est utilisé pour combattre l'anémie grâce à sa forte teneur en vitamine B12, acide folique et fer. Consommée avec modération, la carotte permet de réguler le niveau de sucre dans le sang des personnes souffrant de diabète type 2 grâce aux fibres qu'elle contient. La carotte facilite le bon fonctionnement du cerveau et de l'organisme en général grâce aux vitamines et minéraux qu'elle contient, tels que vitamine A, C, D, E, vitamine K, magnésium, calcium, zinc, manganèse, sodium, potassium et phosphore. Les personnes diabétiques devraient consommer la carotte crue avec modération pour éviter les interférences avec les médicaments antidiabétiques. Et pour finir, songez que les informations divulguées au cours de cette rubrique le sont à titre éducationnel. C'était le docteur Jean-Yves Pierre avec sa chronique habituelle, la santé et ses richesses, mesdames et messieurs. Et sans plus tarder, nous allons poursuivre avec le professeur Anthony Georges Pierre, auteur et historien de 20 livres. Bonjour, professeur. Bonjour, Gary. Nous saluons les auditeurs et auditrices de l'émission Vertière à Montréal et ailleurs. Et aujourd'hui encore, nous poursuivons avec l'étude que nous faisons sur la situation des Noirs en République dominicaine, marquée par une relation haïtiano-dominicaine assez difficile. C'est que l'anti-haïtianisme, nourri par une grande partie de la population dominicaine, depuis les luttes de la seconde indépendance en 1844, découle des tribulations éprouvées durant la vie en commun entre 1822 et 1844. Durant cette période, manifestée par les avait porté les Dominicains à considérer les Haïtiens comme des envahisseurs et des occupants plutôt que des libérateurs. Il est évident que les deux peuples ne s'étaient jamais intégrés dans une société homogène, capable de dégager ce sentiment national empreint du vouloir vivre commun, susceptible de garantir l'indivisibilité du territoire. L'une des premières démarches de Jean-Pierre Boyer
avait été la libération des esclaves, suivie d'une distribution de terres aux nouveaux libres, mais la confiscation des biens ecclésiastiques mécontenta le clergé ainsi qu'une grande partie de la population. À cela s'ajoutait l'application du Code rural de 1826 à la partie orientale de l'île en réponse aux pressions financières exercées par la France sur la jeune République haïtienne dont le président Jean-Pierre Boyer avait accepté l'ordonnance du roi Charles X. Comme l'a expliqué l'historien Christian Rudel, ces mesures ne pouvaient qu'être mal accueillies, en particulier à Santo Domingo, où les petits paysans venaient tout juste d'accéder à la propriété et où les grands éleveurs, d'ailleurs manquant de capitaux et de moyens techniques, ne voulaient pas changer leur mode d'exploitation. Ces éleveurs développèrent une opposition de plus en plus ouverte aux autorités haïtiennes. Ce que voulaient ces propriétaires et éleveurs, c'était pour le maintien de leur statut économique et social, soit le retour de l'ensemble espagnol, soit le rattachement à un empire colonial fort, celui d'Angleterre par exemple, ou celui de la France. Fin de citation. 20 ans après la proclamation de la troisième indépendance dominicaine, la première indépendance avait été proclamée par José Núñez de Carceres le 1er décembre 1821 et la deuxième indépendance en 1844 par Duarte Mella en dépit de l'appui décisif apporté aux Dominicains durant la guerre de la Restauration 1861-1865 contre l'Espagne par le président Geffrard, le sentiment anti-haïtien n'avait pas perdu son acuité. La nouvelle proclamation de l'indépendance américaine en 1863 à l'encontre de l'Espagne, puissance coloniale qui avait annexé la République dominicaine sur l'invitation du caudillo Santana, n'a jamais acquis aux yeux des habitants de la partie orientale de l'île d'Haïti l'importance de l'événement du 27 février 1844. En conséquence, la République dominicaine représente le seul pays des Amériques à célébrer son indépendance, arrachée non contre une puissance coloniale européenne, mais contre sa voisine occidentale, la République d'Haïti. Cette situation paradoxale s'ajoute à l'épineuse question frontalière pour expliquer les relations difficiles et complexes qui ont toujours existé entre les deux pays, condamnés malgré les rigueurs de l'histoire à partager un destin presque commun. Cependant, de nombreux politiciens et intellectuels dominicains continuent à invoquer le facteur racial ou linguistique pour établir la démarcation entre deux nations souveraines partageant un même territoire. C'était le cas de l'ancien président Joaquín Balaguer qui écrivait avec cette pointe de malice qui déforme la vérité historique. Voici ce qu'il a dit, et nous traduisons. La langue et la tradition hispanique ont été pendant plus d'un siècle les uniques remparts contre l'épouvantable vague de couleurs et contre les forces de désagrégation qui, à partir de 1795, ont envahi le territoire dominicain de manière ininterrompue et systématique. Fin de citation. Haïti demeurait donc, en dépit des péripéties diverses et d'un bel effort de rapprochement entre les deux peuples, aux environs de 1875, l'ennemi a tenu en respect, la menace a écarté. Durant toute la seconde moitié du XIXe siècle, la hantise d'une invasion et même d'une occupation haïtienne continue à obséder les Dominicains qui cherchaient de l'annexion de leur pays par les puissances dominantes de l'heure, la France, l'Angleterre, l'Espagne et les États-Unis, la garantie de sécurité qui semblait leur échapper. Les diplomates dominicains en poste dans les pays européens avaient pour mission d'encourager les migrations blanches vers la République dominicaine. Cette politique sera plus tard poursuivie par Léonidas Trujillo avec une passion qui frisait la hantise. Depuis la proclamation de la seconde indépendance dominicaine en 1844, il existe un contentieux haïtiano-dominicain. Les effets pervers persistent à travers une histoire marquée par les drames affreux associés aux fameuses campagnes de l'Est, de Dessalines, de Riviera et de Soulouk, sans ignorer les veuves sanglantes de 1937, durant lesquelles plus de 30 000 Haïtiens avaient été lâchement assassinés par la machine militaire de Léonidas Trujillo au cours d'une brutale opération commencée dans la nuit du 2 au 3 octobre 1937. Dans la pratique, l'Haïtien était devenu le bouc émissaire idéal pour masquer les insuffisances, les déficiences, les problèmes et les phobies d'une société meurtrie par l'intolérance, l'injustice et l'oppression. Je parle de la société dominicaine.
Le sentiment anti-haïtien devient un réflexe sécuritaire qui continue jusqu'à nos jours à intoxiquer les esprits et à perturber des relations indispensables entre les deux peuples qui se partagent l'île kiskéenne. Selon la sociologue dominicaine Lille Despradel, citée par Sauveur Pierre-Étienne, je cite, l'attitude raciste des mulattes dominicains dénonçait leur aliénation culturelle, leur incapacité d'exprimer leurs particularités, par la discrimination à l'encontre du noir d'origine esclave et par conséquent à l'encontre de l'haïtien, il tentait d'oublier ses origines traumatisantes, source de honte et d'infériorité. C'est pourquoi lorsque la couleur foncée de sa peau trahissait ses origines, le mulatte dominicain, par le biais d'un mécanisme de défense sociale face aux blancs jugés supérieurs, se créa une identité basée sur ses ancêtres exterminés au XVIe siècle. Fin de citation. Donc la grande majorité des Dominicains vivent dans un monde idyllique qui donne à la notion de race une signification illusoire. Le dédain pour tout ce qui est haïtien devient une réponse facile à des problèmes complexes. Durant une longue période de sa vie politique, Joaquin Balaguer s'était révélé le grand prêtre par excellence de cet anti-haïtianisme teinté de racisme. Et dans une lettre adressée à des dignitaires colombiens en 1945, Balaguer, à l'époque ministre des Affaires étrangères du gouvernement dominicain, justifiait en ces termes le massacre des Haïtiens en 1937. Et je cite, voici ce qu'il a écrit. La République dominicaine était en train d'être haïtianisée et le sentiment de solidarité nationale était sur le point d'être vicié par les habitants de l'ancienne partie française de l'île. Le vaudou, la religion nationale des Haïtiens, une sorte d'animisme africain de la pire espèce, était déjà le culte préféré de toute la population dominicaine vivant dans la zone frontalière. Le peuple dominicain vivant à proximité d'Haïti, les plus exposés aux influences dénationalisantes de nos voisins, avaient perdu conscience de leur nationalité à un point tel que même aujourd'hui, beaucoup de nos familles maintiennent dans leur cœur un incroyable sentiment d'adhésion envers le pays natal de Dessalines. Donc, fin de citation citée par Ronald Clérispe dans une main d'œuvre haïtienne, capitale dominicaine. Donc, sans aucun souci d'objectivité et avec cette arrogance qui rappelle les vieux thèmes racistes de Gobineau, l'ancien président dominicain a écrit « L'immigration haïtienne, aussi bien la clandestine que l'autre, est la principale cause de la propagation dans notre pays des maladies aussi graves que la peste bubonique, la syphilis et la malaria. » Donc, nous nous arrêtons ici. Nous continuerons la prochaine fois. Et, car je sais que vous pouvez avoir des questions. Donc, effectivement, professeur, c'est Haïti, un pays colonisateur, si je comprends bien. Ouais. Et par rapport à la République dominicaine. Les questions, on va essayer d'aller par rapport dans les dates. Le 1er janvier 1804, Haïti a pris son indépendance. Est-ce que c'est l'île entière qui a pris son indépendance ou juste Haïti qui a pris son indépendance? Bon, en principe, c'est parce que, vous voyez, les Français, avec Ferrand, se sont implantés dans la zone orientale, qui est la République dominicaine, donc ce qui a empêché Dessalines de mettre le tout en ordre selon la formule inventée par Toussaint Louverture en 1795, qui, selon le traité de Bâle, donnait à la France la partie orientale que l'Espagne possédait. Donc, une situation assez difficile. Donc, c'est pourquoi il y a eu toujours des interventions haïtiennes, que ce soit avec Rivière et tentatives faites par Dessalines. Ensuite, Pierrot qui sera renversé et par ces Manitou haïtiens pour avoir tenté de faire une évasion. Et ensuite, Soulouk. Deux évasions qui soldées par un échec. Donc, autrement dit, c'est juste Haïti qui avait pris son indépendance, mais l'autre côté de la frontière, ça appartenait toujours à la République dominicaine. Oui, parce que les Dominicains voulaient plutôt, au lieu d'être liés avec les Haïtiens, bien que cela allait se produire en 1822, oui, une alliance, mais en principe, vous savez que dans la zone haïtienne est montagneuse et représente un tiers de l'île d'Haïti, tandis que
les deux autres tiers en République dominicaine, il y a beaucoup plus de plaines et moins de montagnes. Donc, lorsque les boyers n'utilisaient pas des Dominicains pour diriger Santo Domingo, Santiago et Yaspinas, ces régions, ils envoyaient des Haïtiens. Et lorsqu'il arrivait, le type voyait une étendue assez vaste, et il mettait une bonne et se disait que ça lui appartenait. Donc c'est pourquoi que les Trujillo en 1937 invoquait la notion que les Haïtiens envahissaient le territoire dominicain et volaient les terres et les bestiaux dominicains. Donc c'est-à-dire de génération en génération, le type possédait cette terre-là que son grand-père, son arrière-grand-père avait monopolisé lors de l'unification de 1822. Donc c'est toujours une situation difficile, marquée par un problème de frontières. Donc c'est toute une situation assez difficile pour ces deux peuples haïtiens et dominicains, et cela jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi, à travers cette étude, j'ai relevé les éléments fondamentaux de cette opposition entre les deux peuples et qui n'arrivent pas à se concerter pour vivre dans la paix, dans la sécurité, dans l'harmonie. Donc finalement, en 1822, en 1804, ça n'a pas eu lieu, mais en 1822, et puis avec Boyer, avec Boyer, Boyer a gouverné l'île entière pendant 25 ans. Pendant de 1822 à 1844, pendant 22 ans. 22 ans. C'est-à-dire à la chute de Boyer, les Dominicains ont pris l'initiative de proclamer leur indépendance vis-à-vis d'Haïti. Et une deuxième fois. C'était la deuxième fois. En 1821, Núñez de Carceres avait proclamé l'indépendance de la République dominicaine. La troisième fois, c'est en 1863. Contre l'Espagne, dans une guerre entreprise contre l'Espagne, soutenue par le gouvernement de Fab Nicolas Geoffroy qui soutenait les Dominicains contre l'Espagne. C'est pourquoi l'Espagne, plus tard, enverra l'amiral Rubalcava imposer un ultimatum à Haïti. Ok. Oui. Donc, finalement, c'est l'Espagne qui avait le contrôle de la République dominicaine et non la France. C'est l'Espagne, oui, c'est l'Espagne. Mais la France a un mandat duré avec Ferrand après le départ des Français. Ok. Et la proclamation de l'indépendance haïtienne. En tout cas, c'est une histoire assez difficile. C'est pourquoi les auditeurs et auditrices de l'émission Vertière ont l'opportunité de vivre une histoire assez difficile qu'il faut comprendre. Non, faut comprendre effectivement. C'est sûr que si la République dominicaine parle l'espagnol, c'est parce que c'est à cause de l'Espagne. Si on parle français, c'est à cause de la France. Mais pour le bénéfice des internautes qui nous écoutent actuellement, c'est important pour moi de bien préciser avec vous, professeur. Oui. Donc, c'est tout. En tout cas, je pense que, grosso modo, que 1837, c'est ça, en 1937, quand Trujillo a attaqué Haïti, il a tué, massacré près de 30 000. C'est quoi la raison exacte, professeur? C'est ce que l'histoire raconte. Trujillo a massacré près de 30 000 Haïtiens et plus. C'est quoi la raison? Trujillo était un raciste. Un mauvais garnement. Et c'est qu'il voulait, il encourageait une immigration blanche en République dominicaine, de sorte que pour augmenter la situation. Il offrait aux blancs qui venaient d'Europe, de la terre, de l'argent pour entreprendre un commerce, s'ils épousaient ou bien entrer en concubinage avec une dominicaine. Aïe. Donc, pour améliorer la couleur. Ouais. Améliorer la race. La race. Quelle histoire. Et le plus souvent, on n'allait pas trouver les meilleurs blancs d'Europe, là. Probablement, c'est
les plus pauvres, c'est ces gens-là qu'on allait retrouver. Les gens qui sont sur l'aide sociale, c'est... Oui. Donc, la situation en Haïti est pénible. Probablement, ils ont souvent envoyé des prisonniers, la connaissance des Européens de l'époque, là, ils ont envoyé des anciens prisonniers là-bas. Oui. En tout cas, mieux vaut que pleurer, monsieur le directeur. Non, mais c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Oui. En tout cas, professeur, merci beaucoup. On a fait cette question la prochaine fois. D'accord, professeur, merci beaucoup. Et puis à la semaine prochaine. Salutations à tout le monde. Willy le Bobo. Willy. Probablement, c'est des anciens prisonniers qui vont envoyer. Mais est-ce que le problème incombe aux Dominicains? C'est là que je disais tout à l'heure. Oui, si vous êtes fiers de vous, je vais prendre l'exemple du grand directeur. C'est un bon exemple. Je peux citer votre nom. Comment vous traitez vos enfants? Fiers de vous, fiers de vos enfants, vous les avez éduqués, vous avez choisi, Dieu merci, une femme adorable, mais vous valorisez vos enfants. Mais lorsque vous avez des enfants, vous les traitez en les giflant, vous les traitez, vous faites des enfants comme des lapins, vous êtes des lapinistes, pour paraphraser l'anglichard, et vous traitez ces enfants-là mal. Attention, je vais encore parler, je m'excuse auprès de tous les psys de la terre, c'est un trauma non guéri, un traumatisme, des blessures non guéries. Mais vous traitez les Haïtiens, et les gens arrivent comme prostituées dans votre pays. Votre femme qui a durement travaillé avec vous, vous les délaissez pour prendre parce que vous voulez changer la race. Comment vous pensez, par ce petit complexe d'infériorité, vous pensez que Haïti va être correct? Mais est-ce que cette vérité-là... Non, ça c'est pas Haïti, là. Ça c'est la République dominicaine, là, oui. Attention, il y a d'autres personnes qui peuvent le dire, qui peuvent la dire, cette vérité-là. Mais Willy Lebeau martèle tout le temps cette vérité. Bande de petits complexés. Vous faites des grands torts. Votre maman ne sait ni lire ni écrire. Votre papa n'est pas philosophe. Vous avez honte. C'est la crème que vous achetez pour parler. Ibrahim Traoré interdit que ces produits-là rentrent dans son pays au Burkina Faso. Il aurait fallu faire ça dans ce pays d'Haïti qui s'appelle aussi. Est-ce que je vais être aimé? Mais je n'ai pas besoin d'être aimé avec des minables comme vous. J'ai besoin d'être aimé par des gens comme Marcel, Loun, Lélène, et puis Milou. Des gens comme ça, des femmes comme ça peuvent m'aimer parce que c'est des femmes extraordinaires. Ça prend... Oui, c'est ce que Willy Lebeau dit. Moi, je choisis des femmes extraordinaires à la manière de Kékette, c'est ces femmes-là que je veux qui m'aiment. Mais vous n'êtes pas digne d'être une femme parce que vous portez ombrage sur maman qui était une femme adorable. Et vivent toutes les femmes extraordinaires de la terre. Mais vous qui portez ombrage sur elle, je ne veux rien savoir de vous. Parce que vous mettez Haïti dans un état comme ça, parce que vos maris vous ont détruit. Qu'est-ce que vous faites à Haïti? Comme cela, des bonnes demandes dans Josaphat, signé Willy Lebeau. C'est ça que je dis. Donc, il faut dire la vérité. Vous avez peur de dire la vérité parce qu'il y a un homme qui est votre père, il y a un homme qui est votre cousin, il y a un homme qui est votre frère. Vous avez peur de dire il faut dire la vérité. Parce que quand Jean Garry, monsieur le directeur, parle de son oncle, l'historien, il parle vaillamment avec une fierté. Cependant, s'il était un abruti, il n'allait pas le dire, mais Willy Lebeau pouvait le dire aussi. Et salut, monsieur le professeur, je vous aime bien parce que vous êtes un homme adorable. C'est pour cela, quand il parle de ses enfants, il parle bien, mais il ne faut pas se le cacher aussi. Quand tu as un beau-père qui est abruti, il faut le dire. Je m'en fiche, vous êtes persona non grata dans mon cœur. Vous êtes abruti, et je dis à mes enfants de choisir la personne pour laquelle vous allez être un associé. Parce que vous allez être au chez d'eau qui s'y frotte, s'y brûle. Et mesdames et messieurs, c'est un TikToker, c'est un internaute, je vous dis, si vous êtes jeune, choisissez bien votre femme, choisissez bien votre mari. Parce que je vous dis que quelquefois, comme disait dans le film Presse à New York, mon fils était venu à New York pour jeter sa goum. Donc je ne vous dis pas de ne pas le faire. Cependant, choisissez une femme adorable, une femme qui avait une famille, un mari qui avait une famille, un mari qui avait un père, une mère extraordinaire, comme Willy Lebeau par exemple. Hein? Bon, je le dis là, Jean Garry aussi, vous avez une maman adorable, Marcel, je vous salue, parce que ce sont des femmes comme ça qui sont des femmes extraordinaires. Milou, vous avez une maman que je peux parler 3 heures au téléphone avec, parce que c'est ma belle-mère que j'aime. Salut Nana,
Je suis comme ça. Je parle et je dis. Donc, mes amis resteront toujours mes amis, mais des vrais. Parce que Willy Lebeau est sélectif dans le choix de ses amis. Mais il faut dire la vérité, par exemple. Un père incestueux reste un père incestueux. Un oncle incestueux reste un oncle incestueux. Un frère incestueux reste un frère incestueux. Ne déplaise aux autres. C'est comme ça, mesdames et messieurs, il faut faire ça. Il faut au moins comprendre que la vie n'est pas facile, mais les déboires d'Haïti se trouvent entre les mains de ces minables-là. Point final. Signé Willy Lebeau. Donc, Willy, à 4 piles, 2 minutes, et je dis merci à Laura Duperval, et Hugues qui n'était pas présent aujourd'hui pour une rare fois, mais il m'avait appelé. Et il m'avait appelé, il pouvait vraiment pas, et là il a essayé, mais ça n'a pas marché. Et Vladimir Jolet qui était de retour aujourd'hui, je dis merci à Vladimir Jolet, Sandra Casimir qui était là aussi pour nous parler de la bourse d'études. Et puis le professeur Anthony Georges Pierre, et puis le docteur Jean-Yvon Pilière avec sa chronique habituelle La santé, c'est richesse. Et puis Willy Lebeau, encore une fois, merci. Un soldat bienveillant, toujours présent. Toujours présent. Et puis je te dis merci. Le plaisir est à moi aussi, le plaisir est partagé et je salue les TikTokers surtout là. Je sais que vous envoyez des cœurs. Et oui, les TikTokers là, je commence à aimer les TikTokers là. Ils m'envoient des cœurs. Je les aime aussi. Parce que ce sont des gens bienveillants, des gens assidus qui nous écoutent religieusement. Maintenant, les gens sur Facebook sont chiches là pour le cœur là. Bon, c'est pas grave là. Vous savez qu'on ne peut pas donner raison à tout le monde et puis ils peuvent nous aimer. Parce que peut-être ce sont des minables que je viens de parler qui sont là sur Facebook. C'est pas vrai, je vous aime là. Peu importe que vous soyez d'accord ou pas avec la radio Vertière, mais je vous aime. Sauf que il faut faire pas la morale. Il faut éduquer ces gens-là qui se comportent ainsi et puis ils vont accuser. Oui, il y a des mains invisibles en Haïti. Oui, c'est vrai, il y en a. Cependant, vous leur donnez, vous êtes des complices de tous ces gens-là parce que vous n'avez pas de valeur. Vous n'avez pas de valeur. Parce que moi je vais donner un exemple. Oui, il y a quelques salutations là. L'Hélène t'écoute, Loun t'écoute là. Donc, salutations, l'Hélène, Loun. Vous savez que des gens que j'aime. Marcel t'écoute. Des personnes adorables là, les TikTokers. Je vous salue. Là, tu oublies l'Hélène, tu oublies Loun, tu oublies Marcel. Tu veux parler quelques TikTokers là. Oh, les TikTokers, je vous aime, je l'ai déjà dit, j'adore ces gens-là, parce que ce sont des gens, vous voyez combien de cœurs qu'ils nous ont envoyés. Oui. Vous voyez, peu importe, que vous soyez homme là, envoyez des cœurs à nous aussi là. C'est pas grave là, les cœurs c'est pour tout le monde là. D'accord? On vous aime, on vous adore, parce que vous êtes là à écouter, que vous soyez d'accord ou pas. Vous allez écouter religieusement, on dit que même dans l'enfer, il y a pas. Cela veut dire même en enfer, il y a des fanatiques là-dedans aussi. Et on vous veut et on vous aime. Sans vous, il n'y aura pas cette radio Vertière-là. Je vous donne un gros bisou. Les hommes, je vous donne une poignée de main, d'accord? Pas question de vous donner des bisous. Mais les femmes, là, votre mari est jaloux. Un bisou à vous. Moi. Mes préfusales. Bye bye Willy, bye bye tout le monde. Bye bye, salut, à la prochaine. Salut Jean-Gary, bon dimanche.
Listen,